Ce journal vous est proposé par Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes bien évidemment sur Rapid Télévision dans cette rétrospective dédiée à la semaine. Un quelconque troisième mandat pour le président Félix-Antoine Tshisekedi. L'opposition congolaise composée de Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Jean-Marc Kabunda Kabound, Martin Fayulu, Joseph Kabila dit non et ils ont planifié une rencontre pour faire échec à cette initiative du pouvoir en place qu'ils qualifient de machiavélique. Rocky Kongolo, cadre de la force défensive UDPS, pense que ce rassemblement souffre d'un leadership cohérent, fort et crédible. Il demande par ailleurs à cette opposition à ne pas se limiter au premier alinéa de l'article 64. Je vous propose de suivre Rocky Kongolo au micro de Bakr Baïloref. Je lui ai toujours dit que le malheur de l'opposition actuellement en RDC, c'est le manque d'un leadership cohérent, fort et crédible. Lorsque l'opposition parle d'un quelconque troisième mandat, qui leur a parlé de troisième mandat? Est-ce que Tshisekedi Félix est-il demandeur d'un troisième quelconque mandat? J'ai dit non. Lorsqu'on parle du changement de la Constitution, c'est lié au développement de ce pays et lié à la vie de la nation et surtout à ce que nous vivons actuellement comme réalité. C'est pourquoi il faut adapter les textes aux réalités du pays, raison pour laquelle cela ne peut passer que sur le changement de la Constitution. Et lorsque je vois les gens se réunir, dire que non, nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution, mais ils ne se limitent que sur l'alinéa premier, qu'ils lisent également l'alinéa 2. En ce moment, ils comprendront qu'il n'y a pas seulement qu'eux qui ont l'obligation, mais l'État également a le devoir de protéger les institutions légalement établies. Et toujours à ce sujet, réviser la Constitution, ce n'est pas trahir la démocratie. Tels sont les mots d'un cadre du parti politique Nouvel Élan au sujet du débat sur le changement ou la révision constitutionnelle initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors que l'opposition congolaise, à travers la coalition C64, trouve dans cette idée la volonté pour le président en place de briquer un troisième mandat. Marius Shifeli pense au contraire que la vraie démocratie, c'est permettre au peuple de débattre librement sur son avenir. Il précise par ailleurs que l'actuelle loi mère présente quelques faiblesses qui nécessitent la retouche. Marius Shifeli a été joint au téléphone d'Apid Télévision. Réviser la Constitution, ce n'est pas trahir la démocratie, car la vraie démocratie, c'est de permettre au peuple de débattre librement de son avenir. Et empêcher toute discussion sur la Constitution revient à confisquer un droit fondamental et démocratique. Ce n'est pas la révision de la Constitution qui menace la démocratie, mais c'est le refus du débat national. Nous devons avoir le courage d'analyser ces textes qui nous régissent et de les aligner conformément à nos réalités. Et pour répondre à votre question de savoir pourquoi la Constitution doit être révisée, parce que tout simplement, cher Cédric, elle représente de plusieurs faiblesses. Je veux vous dire, par exemple, de l'article 1 à l'article 9, il est mentionné nulle part que la République démocratique du Congo est propriétaire de ces terres. Et je vais encore vous citer l'article 217. Et je trouve qu'aujourd'hui, Cédric, nous devons réparer le péché originel qui a été commis depuis. Et tout à fait autre chose à présent, renforcement du partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu lundi 18 mai Jeremy Wiggin, sous-secrétaire d'État adjoint du département du Trésor des États-Unis en charge de l'énergie, des infrastructures et des investissements. Au centre de leur discussion, le projet INGA 3, les corridors des Lobito, la sécurisation des investissements ainsi que le positionnement de la RDC comme acteur majeur de la nouvelle architecture énergétique et industrielle du continent africain. Je vous propose de suivre Jeremy Wiggin sur des propos traduits.
Ma visite représente cette croissance des relations étroites entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Si vous voyez les protocoles d'accord de 1,2 milliard de dollars signés entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, ainsi que des actions qui sont prises pour appuyer la Banque mondiale et d'autres secteurs. Nous sommes donc prêts à soutenir le développement de l'économie congolaise et nous sommes heureux que le potentiel de la population congolaise soit développé, mais également comme vous l'avez dit, le président Trump a été témoin de la signature de l'accord de Washington et le trésor américain a pris des mesures contre un certain nombre d'officiels rwandais et nous sommes très sérieux sur la conformité à cet accord et nous allons recourir à tous les moyens nécessaires pour s'assurer que les autorités rwandaises puissent se conformer aux accords qui ont été signés. Et parlons santé, dans ces journaux, le gouvernement congolais vient d'actualiser les bilans de la 17e épidémie d'Ebola, dont l'épicentre se trouve dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, qui l'a dit lundi 18 mai 2028 lors d'un briefing spécial animé conjointement avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Suivez. 513 cas suspects, 131 décès et 6 zones de santé officiellement touchées, entre autres Mungwalu et Rwampara, épicentre de l'épidémie en Ituri, Bunia et Nyakoundé, dans la même province, Butembo, Katwa et Goma, dans le Nord Kivu. Voilà le premier bilan avancé par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba. Peu importe la gravité de cette épidémie, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, rassure. Que Ebola Zaïre, que nous connaissons, pour lequel nous avons déjà eu plusieurs épidémies. Je rappelle que nous sommes à la 17e épidémie d'Ebola. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons l'expertise de la prise en charge de cette maladie, expertise reconnue au niveau mondial. Absolument. Et d'ailleurs, le diagnostic même d'Ebola, c'est nous-mêmes. Ebola, c'est le nom d'une rivière de chez nous. Donc nous connaissons très très bien la maladie et avec l'expérience, nous connaissons tous les protocoles à mettre en place pour prendre en charge de cette maladie. Le patron de la santé publique en RDC a saisi la balle au bon pour donner quelques symptômes de cette maladie, notamment Ebola Zaïre et Bundibugyo. Alors, je voudrais quand même aussi revenir un peu sur la symptomatologie, les signes de cette maladie, pour que vous compreniez pourquoi j'insiste là-dessus. C'est que Ebola Zaïre est très spectaculaire. Il y a des hémorragies partout, il y a bien sûr cette grosse fièvre, mais Bundibugyo peut donner des signes un peu moins importants, ce qui peut faire traîner le diagnostic parce que les gens peuvent penser non, c'est juste la malaria, non, c'est juste une grippe, parce que c'est la fatigue, c'est la fièvre, c'est des vomissements, et puis progressivement arrive le saignement. Tant que le saignement n'est pas arrivé, parfois on peut se tromper et on peut comprendre aussi pourquoi dans la communauté ça a pris un peu de temps. Alors quand vous regardez ce chiffre, vous vous rendez compte d'une première chose, c'est que le taux de létalité, c'est-à-dire la mortalité liée à cette maladie, est inférieur à la mortalité liée à Ebola par Zaïre. Et donc c'est une indication très importante qui montre que nous avons un cas d'Ebola, une épidémie à Ebola, mais une épidémie moins létale que l'épidémie Ebola Zaïre que nous connaissons. Actuellement, il s'agit d'une variante génétique distincte des précédentes épidémies Bundibugyo de 2007 et 2012, issue directement d'un réservoir animal, selon le directeur de l'INRB, Jean-Jacques Mouyembe. Et dans un autre chapitre, pour une première fois depuis son avènement à la tête de l'inspection générale des finances, Christophe Bitassimwa était face aux professionnels de médias mercredi 20 mai à l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi de l'IGF. Au cœur de ces jeux de questions-réponses, les lancements officiels de la vulgarisation du contrôle systémique, le patron de l'inspection générale des finances a à l'occasion présenté les grandes lignes, les objectifs
plutôt ainsi que le mécanisme lié à ces nouveaux modes de contrôle. Il a avant tout rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté constante de promouvoir la transparence et la moralisation de la gestion de la chose publique. Reportage Vanessa Bakubo. La patrouille financière a fait ses preuves en mettant fin à de nombreuses pratiques de gabégie, mais elle a aussi montré ses limites. Désormais, l'enjeu est de basculer vers un contrôle systémique, un dispositif permanent en temps réel et analytique centré sur la traçabilité, la cohérence et la performance de systèmes de gestion publique. C'est sur cette évolution que le chef de service Christophe Bitassimwa apporte son éclairage. Après 39 ans d'existence depuis sa création en 1987, sous sa forme actuelle, nous avons résolu de faire un diagnostic approfondi des structures, du fonctionnement et du monde opératoire de l'Inspection générale des finances en vue d'identifier ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les menaces que présente son environnement. Ces dernières années, comme vous le savez, l'action de l'Inspection générale des finances a été marquée par ce que nous avons bien appelé la patrouille financière, qui est un dispositif de contrôle a priori ou concomitant sur les chaînes de la dépense et de la recette, ainsi que de la gestion des entreprises publiques, des établissements publics, des provinces et des ETD. Cette stratégie a permis de restaurer l'autorité de la norme, d'assainir les circuits de dépenses et de recettes publiques, de faire de l'IGF un symbole national de lutte contre la corruption. Toutefois, le diagnostic révèle des limites structurelles du monde de la patrouille financière, notamment lourdeur opérationnelle, exigence des normes et ressources tant humaines que financières, effet insuffisamment durable dès que la présence de l'IGF se retire, les malversations reprennent, perception négative d'étouffement des gestionnaires et accusation de cogestion, travail manuel non adapté à la complexification des flux financiers consécutifs à l'évolution technologique à l'échelle mondiale avec l'explosion du numérique. Il y ressort de ces diagnostics la conclusion selon laquelle il n'est pas viable pour résoudre le problème structurel de poursuivre à l'identique la stratégie centrée sur la patrouille financière qui traite ponctuellement les symptômes ou les conséquences des dysfonctionnements des systèmes de gestion publique. D'où la nécessité d'adopter un nouveau paradigme basé sur un contrôle systémique et intelligent, fondé sur la maîtrise de la donnée, la traçabilité et l'analyse intégrée de tous les circuits financiers, qu'ils soient économiques, fiscaux, douaniers, budgétaires, parafiscaux et bancaires. Mesdames et messieurs, le contrôle systémique est un contrôle permanent, à temps réel, interconnecté et analytique, centré sur la traçabilité, la cohérence et la performance des systèmes de gestion publique. Sur la question du coût global, le chef de service de l'Inspection générale de finances précise. Le coût global de cette transformation est estimé à 39 millions de dollars américains, soit une moyenne annuelle de 13 millions de dollars. À ce stade, le financement prévisible couvre 22 millions, représentant 56% des besoins identifiés, laissant un besoin de financement complémentaire de 17 millions à rechercher. Mais ce coût doit être apprécié à l'aune des économies déjà générées par les mécanismes de contrôle. Car chaque fraude évitée, chaque dépense irrégulière rejetée et chaque recette sécurisée renforce directement la capacité de l'État à financer ses priorités stratégiques. Aucun pays ne peut se développer durablement dans les désordres financiers. Aucune économie ne peut prospérer dans l'impunité budgétaire. Aucune administration ne peut gagner la confiance du peuple sans discipline, sans traçabilité et sans reddition de comptes.
Les responsables de l'inspection générale de finances attendent donc poursuivre leur mission avec fermeté, méthode et responsabilité. Protéger les finances et le bien public au service exclusif de la République. Et lors de ces face-à-face, l'inspecteur général des finances a été clair et concis. Chaque question a eu sa réponse. Parmi les journalistes présents, Anissé Yombo Ranyama, patron d'APIC Télévision et précurseur de la praxis stoïcienne, a interpellé l'IGF sur le rôle du contrôle systémique face à l'insalubrité aux hôpitaux et aux routes abandonnées. Quel a été le résultat de cet échange? On écoute tout de suite l'extrait choisi par Vanessa Makobo et Bakir Baïlorev. Monsieur Anissé, que j'appelle toujours Yomborama. Hein? Je ne sais pas si voilà, il m'a toujours autorisé que je prononce ça comme ça. D'ailleurs, je m'arrête à Yombo, hein, n'est-ce pas? Alors, vous posez la question de savoir où se trouve la place du contrôle systémique pour le détournement des fonds qui ont été avant nous. Par exemple, vous donnez l'exemple de la ville de Kinshasa, caractérisé par la place de l'insalubrité, des hôpitaux des routes bien foncées, et ainsi de suite, alors que l'État n'a fait que de penser de l'argent dans tous ces secteurs. Oui, je pense que dans ce domaine, nous avons, l'inspection générale des finances a toujours contrôlé ces secteurs, notamment la ville de Kinshasa dans sa gestion, mais aussi toutes les dépenses faites dans le domaine des infrastructures. Nous faisons ce contrôle-là. Je peux vous informer qu'aujourd'hui même, où je vous parle, j'ai sur ma table le rapport des inspecteurs des finances sur les travaux d'urgence qui ont été engagés dernièrement ici par le gouvernement de la République dans la ville de Kinshasa. Donc nous contrôlons de façon permanente toutes ces dépenses et nous faisons rapport. Donc on n'a jamais laissé ces choses se passer sans qu'il y ait de rapport, et nous avons établi effectivement beaucoup de manquements que nous portons aux autorités compétentes. Et bonne nouvelle pour la qualité et la sécurité des produits en RDC. L'Office congolais des contrôles vient tout justement de recevoir des équipements de laboratoire et des dernières générations, objectif des analyses plus rapides, plus fiables aux normes internationales. La remise officielle s'est faite mardi à Kinshasa en présence du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya. Au programme des labos modernisés à Kinshasa, Matadi et Kalemi, un nouveau logiciel pour scanner et démasquer les faux médicaments en un clin d'œil et la promesse de sanctionner sévèrement les fraudeurs. On vous dit tout sur ces coups d'accélérateur pour la protection du consommateur congolais à travers ces reportages signés Joussar Liboula. L'Office congolais des contrôles vient de franchir un cap ce matin. Les laboratoires physico-chimiques, microbiologiques et agroalimentaires de Kinshasa, Matadi et Kalemi ont officiellement reçu du matériel flambant neuf. Derrière cette remise symbolique, il y a une idée simple. Finir avec les doutes sur les qualités de ce qu'on mange, boit, utilise au quotidien. Et Madame Christelle Mouabilou, DG ad intérim de l'OCC, l'a dit clairement. Avec ces équipements, les analyses seront plus précises, conformes à la norme ISO 17025. Entendu, si un produit porte le cachet OCC, il aura vraiment passé un test et ce n'est qu'une première phase. La réception de ce jour de ces matériels de pointe représente une étape charnière dans la modernisation de notre office. Il procède d'une vision claire, doter l'OCC d'outils performants à même de satisfaire aux exigences les plus strictes en matière d'analyse. Ces équipements permettront non seulement d'accroître la fiabilité de nos résultats, mais aussi de renforcer notre contribution stratégique à la protection de la santé publique. Ces équipements destinés aux laboratoires physico-chimiques et microbiologiques constituent désormais un véritable levier d'innovation, de formation et d'excellence. Ils offrent à nos équipes
les moyens nécessaires pour relever les défis scientifiques et techniques auxquels nous sommes confrontés au quotidien. En sus de ces équipements, il a été plus urgent d'aménager de nouveaux locaux devant les recevoir, notamment les rénovations des laboratoires physico-chimiques et microbiologiques en termes d'organisation spatiale des locaux de ces laboratoires fondés sur les exigences des normes internationales actuellement en vigueur, préparation des activités, marche en avant, non-croisement des produits propres et sales. Le ministre Julien Paluku a lui aussi mis les pieds dans les plats. Il annonce un logiciel qui permet, avec votre téléphone, de scanner un QR code ou un code barre sur un produit pharmaceutique ou cosmétique. Un bip suffit et vous savez tout de suite si le produit est conforme ou si c'est déjà contrefaçon. Je voudrais donc remercier toute l'équipe dirigeante de l'OCC pour être arrivé à matérialiser cette promesse. Parce que notre pays ne doit pas être considéré comme le déversoir. Les gens pensent que la RDC, qu'on peut y amener n'importe quoi et puis rien ne sera contrôlé. Donc c'est qualité. Et l'OCC est un acteur majeur dans l'élaboration de la politique qualité de la République démocratique. Donc je vous en réjouis. Autre nouvelle, la campagne Connaître OCC est lancée. L'idée est de rapprocher l'Office congolais de contrôle des usagers, de faire comprendre ce qu'il fait et de transformer chaque agent, chaque partenaire en ambassadeur de la qualité. Au final, c'est que ça change pour vous. Plus de contrôle, plus de transparence et moins de place pour les produits coûteux sur le marché. Les 8 labos du réseau national OCC sont concernés par ces plans de modernisation. La visite des nouveaux labos rénovés a clôturé la cérémonie dans une ambiance plutôt optimiste. Reste avant l'application sur le terrain. Mais sur le papier, l'OCC vient de se doter des moyens de ses ambitions. Et le directeur général de la Direction générale des douanes et accès DGDA, Bernard Kabessi Moussangou, n'est pas impliqué ni de loin, tout comme de près, dans un prétendu détournement de 61 millions de dollars. Dans le dossier dit American Fresh Food, il s'agit bel et bien d'une campagne médiatique teintée d'intoxication médiatique visant à saboter les réformes engagées par les patrons de la douane en RDC depuis son accession à la tête de cette entreprise publique. Je vous propose de tout suivre dans cet élément. Halte aux détracteurs du DG de la DGDA, Bernard Kabessi Moussangou, qui ne ménage aucun effort pour le bien-être de sa régie financière douanière. Et depuis plusieurs mois, des personnes mal intentionnées tentent de l'associer à un sale dossier d'un prétendu détournement de 61 millions de dollars, dont les dossiers dits American Fresh Food, alors qu'aucun document officiel, aucune décision judiciaire, ni aucun rapport public crédible ne démontre que cette somme aurait été effectivement payée ou détournée. Cette accusation repose essentiellement sur des affirmations relayées sur certains réseaux sociaux et médias à sensation, sans preuve vérifiable ni base comptable connue. Donc, il s'agit d'une accusation sans preuve de paiement. Les points fondamentaux volontairement ignorés de l'affaire est simple. La société American Fresh Food n'aurait jamais versé les fameux 61 millions de dollars évoqués dans les accusations. Dès lors, comment parler des détournements d'un montant qui n'a jamais été encaissé? En matière de gestion publique et des finances douanières, un détournement suppose l'existence d'un paiement réel, la traçabilité comptable, la sortie frauduleuse de fonds, les preuves bancaires ou administratives. Or, jusqu'à ce jour, aucun élément public ne démontre qu'African Fresh Food ait payé cette somme à la DGDA, que la DGDA ait enregistré ces montants dans ses comptes, ni que Bernard Kabessi Moussangou se soit approprié des fonds publics. L'accusation apparaît donc davantage comme une construction politique et médiatique destinée à nuire à l'image du DG de la DGDA. Des médias congolais parlent ouvertement des cabales, des fake news et d'attaques sans preuve tangibles. Selon ces publications, certaines accusations relayées contre Bernard Kabessi Moussangou reposeraient davantage sur des intérêts personnels ou des résistances internes aux réformes engagées à la DGDA que sur des faits judiciairement établis.
Une DGDA plutôt saluée pour ses performances, paradoxalement, pendant que certains tentent de salir l'image du DG Kabese Musangu, plusieurs rapports et articles soulignent la progression des performances de la DGDA sous sa direction, notamment amélioration du taux de mobilisation des recettes, digitalisation des procédures douanières, renforcement du contrôle interne, dépassement des assignations budgétaires. Accuser un mandataire public d'avoir détourné 61 millions de dollars sans démontrer l'existence du paiement, la preuve de l'encaissement, ni la disparition effective des fonds revient à manipuler l'opinion publique. Et vous le savez, c'est la règle dans ces journaux. Ce que vous allez entendre aujourd'hui peut changer votre façon de réagir aux insultes. Fini les réponses au quart des tours et la colère qui vous bouffe de l'intérieur. On va voir à travers l'histoire d'Abraham Lincoln face à un sénateur, un moqueur justement, comment garder son calme, renvoyer la balle avec intelligence et utiliser les silences comme une vraie arme. Une leçon de sérénité, de repartie et de maîtrise de soi qui vous servira bien plus que n'importe quelle insulte. Écoutez bien, ça vaut son pesant d'or. Anissé Yombo-Ranyama, précurseur de la praxis stoïcienne, dont ces morceaux choisis par Jossar Liboula et Hilaire Tobalibi. Votre attention, s'il vous plaît. Ce que nous allons apprendre aujourd'hui est d'une importance stratosphérique. Je vous prie de m'écouter scrupuleusement. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment garder notre sérénité face aux insultes. Désormais, si quelqu'un vous insulte, ne l'insultez pas en retour. Et cela ne mérite même pas votre colère pour des raisons essentielles que vous allez découvrir incessamment. Avant toute chose, laissez-moi vous raconter une anecdote très captivante. Soyez très attentifs, s'il vous plaît. Lorsque Abraham Lincoln est devenu le 16e président des États-Unis d'Amérique, en 1860, il était la cible de menaces interminables car il était le tout premier président américain issu du Parti républicain. Son feu père, Thomas Lincoln, fut un cordonnier très connu. Mais à l'époque, les Américains égocentriques ne pouvaient pas imaginer qu'Abraham Lincoln, fils d'un simple cordonnier, puisse devenir président des États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi, lors de son tout premier discours inaugural en 1861, un sénateur se leva et dit publiquement avec un ton péremptoire à Abraham Lincoln, « Messieurs, malgré ce que vous êtes devenus aujourd'hui, n'oubliez jamais que votre père fabriquait des chaussures pour ma famille. Donc, vous n'êtes rien devant moi. » Tout le Sénat éclata de rire, car cette insulte était très puissante. Abraham Lincoln resta flegmatique et donc inébranlable. Un petit moment de silence et il regarda ce sénateur droit dans les yeux et lui parla avec assurance. « Monsieur le sénateur, j'avoue que mon père fabriquait des chaussures, mais il le faisait non seulement pour votre famille que je respecte beaucoup, mais également et davantage pour tant d'autres Américains parmi nous dans cette salle. Mon père, il était un cordonnier hors pair, un génie. Il était passionné de son métier qui a fait de moi l'homme que je suis devant vous avec humilité. » Quelle bonne réponse. Alors voici à présent la question sage du président Abraham Lincoln qui ridiculisa le sénateur irrévérencieux. « Monsieur le sénateur, est-ce que votre famille a fait une commande de chaussures chez mon père qu'il n'a pas pu fabriquer après avoir encaissé votre argent? Car je suis prêt à payer cette dette ici et maintenant. » Le silence était absolu dans l'auditorium et tout le monde se mit à applaudir le président Abraham Lincoln de manière frénétique pour cette belle répartie, c'est-à-dire une réponse très sage qui avait rendu les sénateurs ubuesques ou déraisonnables. Chers élites, si quelqu'un vous insulte, utilisez les clés d'une réponse sereine, notamment ce que nous appelons en philosophie ou dans le jargon philosophique la technique du miroir,
qui laisse transparaître le fait qu'au lieu de vous justifier ou de vous énerver, renvoyez la balle avec calme en posant une question sincère et déstabilisante. Ça, c'est très important. Très souvent, lorsque quelqu'un vous insulte, il exprime ses propres inquiétudes ou ses propres frustrations. Ne tombez jamais dans le piège, parce qu'il s'agit d'un piège en réalité. Leçon du jour, elle est très utile et très importante cette leçon. Il faut la garder à l'esprit. Un bateau ne chavire jamais à cause de l'eau qui l'entoure, jamais. Mais plutôt à cause de celle qui y pénètre s'il a des trous non bouchés. Oh, ça c'est capital. Chaque fois que ça bouge autour de vous, vous n'avez que deux choses à faire. Deux seulement, pas plus. La première chose, c'est de respirer profondément et d'utiliser votre silence comme une arme de destruction massive. La seconde chose à faire, c'est très simple, c'est de trouver la bonne réponse à donner si votre silence n'est pas plus puissant. Ça, c'est important, ça. Voici alors le dernier message, hyper important. Le jour où vous comprendrez que personne, et alors personne, ne peut vous blesser ou vous perturber émotionnellement sans votre propre consentement, alors c'est à partir de ces moments-là que vous deviendrez maître de votre vie, maître de vos émotions et donc maître de votre bonheur. Je suis M. Anissé Yomboranyama, précurseur de la praxis stoïcienne. Toute ma gratitude. Et suivez ces publics reportages que nous propose l'Inspection générale des finances IGF. Aujourd'hui plus que jamais, l'Inspection générale des finances se dresse comme la meilleure ligne de défense des fonds et des biens publics en RDC. Fini le temps où l'on se contentait de réparer après les dégâts. Désormais, place au contrôle systémique. Le contrôle systémique, le nouveau mode de surveillance intelligent et permanent du flux financier public en RDC. Une nouvelle vision de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, autour de la bonne gouvernance. Le système de collecte et de gestion des recettes de l'État et bien plus les nouvelles procédures de dépenses de fonds publics, un cheval de bataille de l'IGF. Il s'agit de la mise en place, en amont, d'un système de détection des défaillances avant la production des effets financiers négatifs. Le contrôle systémique sécurise la collecte, la gestion et l'utilisation des fonds de l'État. Un objectif clair, mettre un terme aux détournements causés par les failles du système et attaquer la corruption à sa racine. Gestionnaires publics, vous êtes les premiers acteurs de cette nouvelle ère de gouvernance. Le contrôle systémique vous accompagne, vous encadre et vous responsabilise. Plus de traçabilité, plus de transparence, plus de rigueur pour des finances publiques au service du développement. Le contrôle systémique de l'IGF, ce n'est pas une sanction, c'est une protection pour l'État, une sécurité pour les gestionnaires intègres et un espoir pour la nation. Désormais, en République démocratique du Congo, chaque franc public compte. Chaque décision de gestion engage l'avenir de toute une nation. Et voilà qui met un point final à ce rendez-vous dédié à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur Rapide Télévision et bon week-end chez vous. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.